Bonjour. Cette semaine, nous parlons de plaire à tout prix. Et dans ce voyage autour de cette thématique, je me suis demandé, et si le lien, est-ce vraiment ce qui peut restaurer l'estime de soi? C'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, le lien. Le lien, c'est avec l'autre et c'est aussi avec soi. Et quand on a ce besoin de plaire à tout prix, c'est vraiment lié à j'ai envie de dire une carence de l'estime de soi. Parce que je le vis là maintenant, c'est vrai, quand l'estime est restaurée, je dis pas que mon estime elle est à 100%, c'est normal, j'ai des hauts, j'ai des bas, mais elle est stable. Et quand on peut avoir une estime de soi suffisamment stable, ouais, suffisamment, c'est ça qui est important, suffisamment stable, eh bien, on est moins sujet à se questionner si on plaît ou on ne plaît pas. On est moins sujet à mettre toutes ses billes, toute sa vie dans les mains de l'autre. L'intérêt de travailler sur l'estime de soi, de restaurer, de prendre soin de son estime, c'est vraiment de pouvoir améliorer la qualité de sa vie. Donc, je vous ai partagé là depuis le début de cette semaine mon parcours, mon chemin d'une fille que j'étais avec une estime à moins 1000. Je dirais que voilà, si on met l'estime entre 1 et 10, mon estime elle était à 1. Puis maintenant je dirais que je suis plutôt à 8. Entre 7 et 8, ça aussi un petit peu, mais voilà. On voit qu'il y a des leviers qui ont été passés. Et qu'est-ce que le lien a à voir là-dedans? En fait, on se construit toujours dans le regard de l'autre. Enfant, je me suis construit dans le regard de mes parents, de mes professeurs d'école. Jusqu'à l'adolescence, on apprend, on est à l'école, on apprend après un métier. On est toujours sous le regard d'une autorité. Et ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous jugent, comment ils nous traitent, eh bien, vont façonner l'estime qu'on a de soi. Et voilà, j'ai eu la vie que j'ai eue. Et en étant maintenant, en me rapprochant, voilà, de mon mari, qui est une personne vraiment très bienveillante, dans son regard, j'ai pu aussi me reconstruire. J'ai pu cheminer. J'ai pu rebâtir en fait. Parce que c'est dans les interactions, c'est dans les échanges, c'est dans la confrontation, c'est dans toutes ces choses qui font qu'on est dans un couple, qu'on grandit ensemble. Mais ça se passe aussi avec des collègues de travail, ça se passe avec ses frères, ses sœurs, son cousin, sa cousine, ses amis. Voilà, toutes les personnes qu'après on choisit de côtoyer, parce que quand on quitte sa famille pour s'établir et créer sa propre famille ou créer sa propre vie, eh bien après on a cette capacité quand même de pouvoir choisir qui on fréquente et qui nous fait du bien. Parfois c'est vrai, aussi je peux l'observer, on préfère rester dans des mécanismes qu'on a toujours connus, c'est rassurant, et on s'entoure de personnes qui sont pas, comment dire, pour rester positif quand même, des personnes quand même qui nous portent pas vers le haut. Moi, j'ai eu cette chance, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais bref,
de pouvoir côtoyer des personnes qui ont permis que je m'élève, que je grandisse. Et maintenant, c'est vrai que j'essaye vraiment de m'entourer toujours de personnes qui sont plus dans le et que dans le mais. Une personne qui est dans le et, comme aussi mon mari, il est parfois quand même dans le mais, hein. Mais ils te disent et comment et c'est super et que vas-tu faire et je crois en toi. Et c'est en ça que le lien permet que quelqu'un te porte parce qu'il croit en toi. Et comme parent, voilà, mes enfants ont aussi eu des difficultés. Chaque personne a des défis à relever. Mais un jour, ma fille m'a dit, ben, j'y suis arrivée parce que vous avez cru en moi. Sinon, je sais pas comment je m'en serais sortie. Et c'est en ça que le lien peut vraiment être porteur d'espérance, de joie, d'élévation. Et le lien avec l'autre est intéressant parce que des fois, il peut venir juste appuyer là où on a besoin de travailler. Ça, c'est les enfants qui le font à merveille. Ils appuient juste sur les boutons qui font très mal et des choses qu'on doit aller travailler pour garder une belle relation avec eux et pour grandir. Mais c'est dans le travail, c'est dans les relations avec les autres, quand on sent on rentre tout le temps dans des mêmes mécanismes, qu'on se dit, ah, je change de travail, mais je retrouve la même ambiance, je retrouve les mêmes difficultés. Ben, questionne-toi, qu'est-ce qu'il y a en toi qu'il faudrait que tu ailles regarder d'un petit peu plus près dans ton fonctionnement. Peut-être que quand ça se passe mal, que tu te trouves fatigué, que tout te paraît compliqué, tu es justement dans ces comportements de faire plaisir. Et quand on est dans le faire plaisir, on biaise des relations et on ouvre la porte tout grand à l'autre et il se permet de venir piétiner à l'intérieur de notre vie. Donc si tu veux qu'on arrête de venir piétiner dans ta vie, apprends à ouvrir aux bonnes personnes, à... Salut, oh je m'excuse, je sais plus ton prénom. Sylvie. Non, oui, dis-moi. Filaction du Québec. J'ai un blanc. Ah bah si, Sylvie, merci. Je me rappelais bien, des fois. Donc, oui, bah, j'étais en train de dire que grâce aux liens, grâce à nos enfants qui appuient juste sur les boutons qu'il faut, eh bien, ça nous permet de travailler, de se réajuster et ça permet, quand on décide et quand on choisit quand même d'entrer dans cette démarche, de réfléchir, d'avancer, eh bien, ça permet de grandir. Et il me semble que voilà, c'est le défi de la vie, c'est de grandir et d'entrer, d'être toujours plus en lien avec soi. Parce que quand on est dans sa famille, quand on est enfant, jeune adulte, bien nos parents nous mettent un petit peu dans un moule. On essaye de faire de notre mieux pour correspondre à ce qu'on nous demande. Et une fois qu'on devient adulte et qu'on quitte, tout le chemin, c'est reprendre la forme que tu dois reprendre, la forme de ton âme, la forme de ton être, de qui tu es. Et ça, c'est un chemin vraiment de retour à soi. Moi, je ressens vraiment que quand on est dans sa famille, on est plus projeté à l'extérieur, faire plaisir,
essayer de recevoir de l'amour, trouver des techniques pour qu'on fasse attention à nous. Et puis, une fois qu'on quitte ses parents, eh bien, c'est fais le travail pour devenir ton propre parent. C'est-à-dire, n'attends plus des autres qu'ils te nourrissent émotionnellement. Bien sûr que c'est avec les autres qu'on se nourrit émotionnellement, mais ne sois pas dans, je sais pas comment dire ça, quand on est dans la dépendance affective, on quémande, tandis que de redevenir un parent pour soi, faire ce chemin d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se pacifier intérieurement, permet d'être assez au clair avec soi, et quand on est en lien avec l'autre, ce qui nous donne, c'est cadeau. C'est pas qu'on en avait vraiment besoin, c'est juste la cerise sur le gâteau. Je sais pas toi Sylvie, si ça te parle ça, où t'en es par rapport à l'estime, au lien. Chez toi c'est le matin, c'est peut-être un petit peu tôt pour toutes ces réflexions. Un peu oui, mais dans l'enfance c'était beaucoup plus complexe. Oui, je sais pas si t'as écouté mes autres lives, oui, moi j'ai eu une enfance aussi assez compliquée au niveau des émotions, ça va chilever quand même, j'imagine. Oui, bah voilà, j'ai vraiment dû faire ce chemin de comprendre les émotions, hein. Arrêter de les rejeter, arrêter de les fuir. Et voilà, ce chemin d'adulte que j'ai dû faire. Et puis, ce chemin de devenir mon propre parent. Et, et m'occuper de la petite Denise. Je peux pas demander aux autres de prendre soin de la petite Denise blessée à l'intérieur de moi. C'est moi, grande Denise, qui fait le travail pour me donner ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est le lâcher prise, tu dis Sylvie, c'est ça. Et puis lâcher prise ou l'abandon. Et ça, c'est aussi un chemin que j'ai dû faire parce que, voilà, dépendante affective, anxieuse, hyper dans le contrôle. Parce que, bah oui, quand on est anxieux, on essaie de contrôler la vie, c'est... Mais toutes ces choses-là, elles s'apaisent aussi dans le lien. Et c'est vrai que j'en parlerai plus demain. Je me suis formée à la théorie polyvagale et l'anxiété, c'est ma vie, la mienne aussi. Et j'écoutais un podcast avec Christophe André ce matin, la sienne aussi. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé que les anxieux, ils se guérissent aussi en aidant l'autre. Parce qu'il donnait un exemple d'un parent qui disait à son enfant quand il devenait hyper anxieux, hyper stressé, va aider un voisin, ça te fera du bien. Et l'anxieux, je crois, a besoin de prendre soin des autres. En même temps, il prend soin de lui. Mais voilà, anxieux, je pense pas qu'on guérit de l'anxiété. Par contre, on peut apprendre à vivre avec et à la calmer. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi d'apprendre à se connaître. Et voilà, ce que je disais en m'intéressant vraiment à la théorie polyvagale, de comprendre que l'anxiété, c'était vraiment un mode de survie dans le mode fuite, où on cherche mille et une solutions pour fuir aussi ce qui se passe dans notre vie, parce qu'on a l'impression de rien maîtriser. Ça a été aussi toute ma vie, ça. Donc, grâce à la théorie polyvagale, j'ai vraiment compris aussi l'importance du lien et de comment ça m'avait aidé à sortir de mes modes de survie perpétuelle et à quand même pouvoir aller de plus en plus dans cet état de sécurité où je peux me relier à mes parts insécures
et puis après être en lien avec moi-même et apporter beaucoup de compassion pour moi-même. Alors là, tu dis, mes choix sont liés à mon anxiété, donc des fois je fais des choix par pulsion, c'est pas toujours bon. Pareil, j'ai fait des choses euh, complètement stupides dans ma vie, hein, poussée par mon anxiété en pensant que ce serait super génial, mais c'était juste de la fuite. Voilà, j'ai pris la dernière grosse claque que je me suis pris, dernier gros échec, c'était mon système de survie en mode fuite qui m'a fait faire des trucs complètement dingues. Mais avec le travail, avec l'estime que j'ai de moi maintenant, j'ai eu cette capacité à m'apporter du baume et ah bah viens demain alors parce que demain j'en parlerai un petit peu plus. Et de pouvoir comprendre ces états d'insécurité, ça permet de leur apporter beaucoup de compassion. Et quand on arrive à s'apporter de la compassion, bah là, on arrive à être en lien avec soi. Et puis, ça permet de rebooster l'estime de soi, moi, je trouve. Ça m'a vraiment permis de faire des bonds de géant avec l'estime que j'avais de moi-même, en comprenant que, suivant justement les actions que je trouvais stupides ou que je jugeais pas bonnes, elles étaient liées à mes états d'insécurité. Et c'était pas que je me sabotais, c'était pas que je jouais contre moi, c'est que j'étais en insécurité. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je passe en état de sécurité, qui est l'état où on a de l'amour, et j'amène cet amour dans les insécurités pour leur donner un petit peu de baume, et puis apaiser le système. En fait, je dis juste 3 mots sur la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, c'est Stéphane Porges, un scientifique, un docteur américain, qui a mis en évidence justement le fonctionnement du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome nous donne 3 états. L'état de la sécurité, l'état de mouvement, qui est dans le mode sympathique, qu'on est ou en mode sympathique agressif ou sympathique on fuit, ou il y a le dorsal qui est aussi qui est au niveau du parasympathique, et là c'est l'état de figement. On a 2 états dans le parasympathique, la sécurité et le figement, et au milieu, au niveau du sympathique, le sympathique agressif et le sympathique fuyant. Ça paraît plein de gros mots dit comme ça, mais une fois qu'on a compris, puis que, en fait, ce système, il travaille en hiérarchie. C'est-à-dire que c'est un peu comme une échelle. Quand on est en état de figement, on ne peut pas arriver à la sécurité sans passer par le mouvement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, on entend beaucoup parler du yoga. Il y a ou de la respiration qui sont en lien avec la théorie polyvagale. Je pense que tu as peut-être entendu parler du nerf vague. Le nerf vague est vraiment ce nerf qui part d'en haut puis qui descend jusque dans les viscères, qui est relié au système nerveux autonome. Et c'est en agissant sur ce nerf vague, non, tu connais pas, en agissant sur le nerf vague, eh bien, on arrive à réguler ensuite son système nerveux. Et le nerf vague, il est très connecté au niveau du visage, c'est pour ça que le lien est important. Il passe aussi, on contrôle aussi son nerf vague avec la respiration. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi de cohérence cardiaque, qui permet de mettre au même niveau le frein, qui est le parasympathique, avec l'accélérateur, qui est le sympathique. La cohérence cardiaque permet que ces 2 variables, elles soient à égalité. Ça apporte, c'est pour ça que ça apporte beaucoup de calme à l'intérieur. Parce que le nerf vague, il est responsable du frein. Trop de frein, ben, on tombe dans le dorsal ou c'est la résultante d'un burn-out, quand on a trop tiré sur la corde. Le burn-out, c'est trop de sympathique.
toujours en action, en action, en action. Le corps donne des signaux, et quand on n'écoute pas le signal, il tire la prise, et puis là, pouf, on tombe dans le dorsal, et c'est le corps qui protège. Parce qu'il faut savoir que les états de survie et le système nerveux autonome, son job, c'est pas le bonheur, c'est la survie. Donc, quand il te fait basculer dans tes états de survie, c'est pour te sauver de ce qui lui semble dangereux. Donc, là, en m'intéressant à cette théorie, c'est vraiment que, voilà, on sort de la zone de maîtrise. Mais en arrivant à calmer tout le système, parce que moi, mon système, il était vraiment sous tension tout le temps, parce que quand on est dans faire plaisir, on est tout le temps sous tension, et quand on est tout le temps sous tension, ben, ça grille, quoi. Alors, c'est des inflammations, j'avais eu des épisodes inflammatoires inexpliqués, mais moi, je sais, en fait, avec le recul, ce que c'était. Bah, beaucoup d'allergies aussi, qui sont une inflammation du système. Donc, apprendre à se mettre en lien, c'est vraiment ce qui peut sauver, c'est un grand mot, hein, mais permettre d'améliorer sa qualité de vie. Et puis, bah, c'est ça que moi, je pratique tous les jours pour moi depuis maintenant 4 ans. Donc, d'analyser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, et j'ai vu que cette connexion, plus je me connectais à ce que mon corps me disait, meilleures mes décisions sont, parce que quand on apprend à écouter son corps, eh bien, un autre lien aussi peut se créer entre ce qu'on pense, ce qu'on fait. Et tu dis, je suis toujours sous tension, donc oui, beaucoup d'inflammation. Ouais, là c'est ton sympathique qui... Coucou Myriam, c'est ton sympathique qui est tout le temps sous tension. Mais voilà, quand on a le désir de faire bien les choses, qu'on est assez perfectionniste, coucou, que on se met beaucoup d'injonctions, alors oui, on stresse le système, mais je reste quelqu'un d'assez exigeant avec moi-même, mais j'apprends aussi à m'octroyer des pauses. Et voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en fait. Quand on est dans la procrastination, j'ai arrêté de diaboliser la procrastination. Et je m'offre même des temps de procrastination. Parce que quand on est justement dans ce mode de sympathique fuyant, on a besoin quand même de fuir. Bon, c'est mon mode par défaut, la fuite. Donc, quand tu comprends que ton mode par défaut, c'est la fuite, eh ben, tu t'offres des temps de fuite. Et puis la procrastination, les jeux débiles, une demi-heure sur le téléphone, moi, ça me recharge. Mais je me recharge, ouais, mon grand problème. Mais en fait, voilà, du moment que moi, j'ai commencé à m'autoriser des temps de procrastination, je passais beaucoup plus à l'action ensuite. Parce que bah, tu respectes en fait ton système. Puis du moment que tu respectes ton système, ben lui, il a bien envie de collaborer avec toi. Mais tant que tu le maltraites, ça après c'est plus compliqué en fait. Il y a cette dualité intérieure entre tes pensées et ton corps, parce que c'est le corps qui donne 80% des informations au cerveau, et le cerveau il en donne 20. Mais tout ce que produit le corps comme information se transforme en pensée. Et les je suis nul, et il faudra que je fasse ci, et tout ça, bah, c'est le corps qui le dit, mais ça se traduit en pensée. Tu dis ce sont des temps de repos psychique, ouais, les petits jeux, une demi-heure sur le téléphone. Voilà, moi j'ai dit je me lobotomise un petit moment, quoi. Ça fait du bien. Mais j'ai aussi besoin de bouger, j'ai besoin d'aller marcher, de courir, et j'ai besoin aussi de me relier à la nature. Alors je passe pas, voilà. Le temps sur le téléphone maintenant c'est des temps, je dirais, chronométrés, c'est des temps que je m'autorise,
parce que je sais que ça me fait du bien, ou quand j'étais aussi beaucoup dans un groupe, ça me demande beaucoup en fait d'être en lien quand même avec les autres, parce que j'essaye vraiment d'être pleinement présente, et quand je suis pleinement présente, je suis pas dans la fuite. Donc au bout d'un moment, mon système il se fatigue. Alors quand j'anime des groupes d'enfants ou des groupes d'adultes ou des choses comme ça, quand je rentre, je sens que ça m'a fait beaucoup de bien, je suis hyper contente des échanges, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, on aimerait bien fuir là un petit moment. Alors, après eu des échanges intenses, ouais, ben j'ai besoin de moments de fuite. Et c'est ça qui est génial, parce que quand on commence à comprendre vraiment comment son corps fonctionne, ben moi ça m'a déculpabilisé, mais un truc de ouf, de comprendre que mon mode de fonctionnement c'était la fuite. Et j'essayais tout le temps de fuir la fuite quelque part, en me culpabilisant que j'étais une grosse nulle, que je étais une feignasse, que les choses allaient pas assez bien, que... Et puis ça, c'est la fuite, c'est l'anxiété, hein, c'est produire des pensées. Et quand on est tout le temps dans ces pensées, finalement, on n'est pas dans l'action. Et pour faire descendre l'anxiété aussi, l'important, c'est d'être dans de l'action palpable, j'ai envie de dire. Ça fait que des fois, ben, tu vois, même tu fais un challenge, tu vois que ça se passe mal, ben, dans ces moments-là, je fais de la pâtisserie parce que je fais quelque chose et puis après je peux le manger, puis je peux le partager. Ouais, transformer ses pensées en action, c'est ça. Mais des fois, ben, on a des pensées de oh, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ben, fais un truc que tu arrives bien à faire, une recette de cookies, quoi. Et puis ça, comme ça, tout le monde est content, et puis toi aussi. Parce que voilà, quand on est auto-entrepreneur, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. On n'a aucune prise sur est-ce que les gens sont intéressés par ce qu'on raconte. On n'a aucune prise sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec moi. J'ai zéro prise là-dessus. Alors, j'en reviens toujours à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire pour calmer tout ça. Des fois, c'est aller courir, aller me relier à la nature, parce que la nature, par son essence, est calmante. C'est même reconnu scientifiquement que même penser à un arbre ou regarder une image quand on est dans une ville et puis qu'il n'y a aucune nature, regarder une image de forêt apaise le système, même si on n'y est pas. Mais j'ai vu que toi, tu avais la chance d'être dans des beaux espaces. Moi aussi, en Suisse, j'ai des beaux espaces verts. Donc, je peux facilement accéder à la nature. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un grand, grand privilège. Et puis, c'est quelque chose qui me fait... Je le ressens physiquement. C'est quelque chose... C'est une de mes ressources. Après, c'est vraiment... quand on arrive à se relier à soi, c'est apprendre à se connaître. Et puis... faire la liste de ce qui nous ressource. Ouais, l'image, c'est l'état ressource. Ouais. Ou tu peux aussi l'imaginer et puis des beaux espaces, mais à Québec, moins que dans l'Ouest. Ok, je connais pas tellement le Canada. Mais effectivement, c'est... Ou même si on a une plante verte à la maison, à la limite, se mettre devant sa plante verte et puis faire un temps avec sa plante verte en lien avec de la nature. Pas besoin de forcément aller dans une forêt. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si tu as des questions, Sylvie. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Demain, justement, je vous parlerai plus de comment la théorie polyvagale
a vraiment changé ma vie et m'a vraiment permis de faire un level up dans l'estime que j'ai eue de moi. Pour moi, c'était vraiment un cadeau que la vie m'a offert que de rencontrer la théorie polyvagale. Ben, merci à toi de ta présence. Et demain, vendredi, je pense que je referai le live à 14 h. Ouais, ce sera bien 14 h. Donc, je vous dis à demain, 14 h, pour la suite de mes aventures autour du faire plaisir. Des gros bisous. Bonne journée à toi, Sylvie. À bientôt.